Bienvenue. Ce soir, nous entrons doucement dans le monde de Harran, la cité qui se trouve au cœur du cauchemar de Dying Light. Un endroit qui a commencé comme un patchwork vibrant de vie, de marchés et de rues anciennes, pour devenir un piège scellé où les infectés chassent et où la survie ne tient qu'à un fil. Des matins paisibles avant l'épidémie aux premiers signes d'infection, des nuits brutales et de la transformation finale en quelque chose au-delà de l'humain. Nous suivrons votre voyage pas à pas. Voici l'histoire de la raison pour laquelle vous ne survivriez pas une journée dans Dying Light. Une descente de l'espoir vers la fin sans fin de la cité elle-même. Que vous découvriez cela pour la première fois, que vous revisitez le lore, ou que vous laissiez simplement les mots vous bercer pendant que vous glissez dans le sommeil. Ce récit vous guidera à travers le récit complet. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Mais seulement si vous appréciez ce genre de narration lente et atmosphérique. Et faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous. C'est toujours troublant de voir la même histoire résonner tranquillement à travers le monde. Une nuit à la fois. Commençons. Harran dort sous la lumière du matin. Avant que les murs ne se referment, avant que les rues ne se transforment en terrain de chasse. C'était simplement une cité qui respirait au rythme de son peuple. Des volets chauds s'ouvrant au soleil. Un air parfumé d'épices montant des marchés bondés. Le doux cliquetis des tramways roulant dans des ruelles étroites. Vous ne saviez pas ce qui arrivait. Aucun d'eux ne le savait. La cité gardait ses secrets près d'elle, attendant, testant. Son pôle stable sous les pavés, comme si elle savait que le jour approchait où tout allait changer. Harran n'est pas simplement une cité, c'est un creuset. Et voici l'histoire de son réveil affamé. La première lueur de l'aube se glisse à travers les volets lamellés comme de l'or liquide, se rassemblant sur votre modeste appartement en traits doux et irréguliers. Les murs sont minces, le plâtre s'écaille par endroits où le temps a mâché sa part. Mais ce matin, comme tous les autres, semble assez sûr. Harran respire sous vos pieds. Vous l'entendez dans le murmure étouffé des rues, le tintement lointain des roues de tramway sur le fer ancien, l'aboiement d'un vendeur s'installant avant que le soleil ne réclame complètement la ligne d'horizon. La cité se réveille toujours lentement, comme un vieux chat s'étirant dans la lumière. Vous sortez sur le balcon. L'air est déjà riche. Les marchés d'épices ne sont pas encore ouverts, mais hier persiste encore dans le vent. Cumin, curcuma, cardamome flottant comme un souvenir. Quelque part en bas, une boulangerie entr'ouvre ses portes, libérant une bouffée de chaleur et l'odeur terreuse du pain levant dans l'argile. Des enfants pieds nus se poursuivent dans les ruelles, leur rire ricochant entre des murs de pierre plus anciens que votre lignée sanguine. La vue est une contradiction. Des toits empilés comme un puzzle tordu. Des paraboles satellites à côté de dômes qui s'effritent. Des tours de verre poignardant un ciel qui ne semble pas se soucier du siècle dans lequel il se trouve. Harran est un patchwork, chaque ère superposée à la précédente, refusant d'effacer ses cicatrices. C'est toujours ce qui a fait son charme. C'est pourquoi vous êtes resté. Vous lancez votre sacoche sur une épaule, sentant son poids familier. Une autre matinée de course, de commerce, de petits marchandages. Les escaliers sont frais sous vos pieds nus, usés lisses par des décennies de pas. Quand vous poussez la porte d'entrée, la cité vous avale tout entier. La
La foule se déplace comme de l'eau, couleur, odeur, la saveur d'huile de moteur mélangée à la chaleur du pain frais. Un appel à la prière flotte sur les toits, doux comme de la fumée. Un marchand presse un petit pain encore chaud dans votre main avant que vous ne puissiez demander. La croûte craque sous vos doigts. La vapeur à l'intérieur a le goût de la maison. Pendant un instant, cela semble éternel. Harran semble indestructible. Chaque coin connaît votre nom. La cité fredonne son propre rythme. Un battement de cœur régulier sous le bruit. Mais tandis que vous marchez, quelque chose semble serrer dans l'air. Pas mauvais, juste inhabituel. Le rire des enfants s'estompe trop rapidement. Le tramway grince trop fort contre le silence. La chaleur du pain persiste plus longtemps qu'elle ne le devrait. Comme si votre esprit voulait la garder, vous secouez cette sensation. Harran a survécu aux guerres, aux famines, aux incendies. Elle ne se brise pas. Du moins, c'est ce que vous vous dites avant de disparaître dans le labyrinthe de rues. Inconscient que ce sera le dernier matin où vous goûterez du pain en pensant que c'est quelque chose de simple. À midi, la cité devient une fournaise. Harran, sous le soleil de midi, a toujours l'impression de retenir son souffle, la chaleur appuyant vers le bas comme une main lourde. Vous vous glissez sous les auvents rayés du marché, reconnaissant pour l'angle d'ombre et l'air frais s'accrochant à la pierre réchauffée par le soleil. Cela sent le cumin et la sueur et l'agneau grillé. Le genre de mélange que vous connaissez depuis l'enfance. Les étals bordent le corridor en une colonne vertébrale tordue de bois et de toile, chacun empilé haut avec des marchandises. Fils de cuivre enroulés, batteries d'occasion, pots de safran et de curcuma brillant d'ambre dans la lumière. Vous vous arrêtez à un stand encombré, empilé de cellules d'alimentation, échangeant des mots tranquilles avec le vendeur. C'est moitié affaire, moitié rituel. Comment Harran a toujours fait les choses. Autour de vous, le marché bourdonne. Les pièces tintent. Un garçon poursuit une orange fugitive à travers la foule, ses sandales claquant sur la pierre. Quelque part à proximité, quelqu'un rit trop fort. Cela semble ordinaire, complètement, magnifiquement ordinaire. Puis le cri déchire tout. Ce n'est pas de la peur au début, c'est de la douleur. Une douleur aiguë et irrégulière qui fait taire tout à la fois. Un homme titube dans l'espace ouvert, trempé de sueur. Sa respiration peu profonde et fausse. Ses yeux captent la lumière comme du verre brisé. Ses pupilles sont trop larges. Quelqu'un tend la main pour l'aider et il se jette en avant. Vite, fort, dents découvertes. La morsure s'enfonce profondément dans le bras de l'homme. Pas de montée en puissance, pas d'hésitation. Juste le son de la chair se déchirant. Pas cinématographique, juste mouillé, réel, proche. L'homme mordu ne crie même pas. Il halète simplement, fixant sa blessure comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Puis le sang se déverse. Le marché explose. Vous ne vous souvenez pas avoir bougé. Les gens vous percutent. Les étals s'effondrent autour de vous. Les cris montent comme de la fumée. Un pot de safran éclate à vos pieds, dispersant des fils dorés dans la poussière qui s'assombrit déjà de sang. Vous apercevez l'agresseur à nouveau.
Vous esquivez entre la toile qui s'effondre et les caisses renversées. Les ruelles étroites de harengs se tordent autour de vous comme un piège. Derrière vous, le son se divise, maintenant plus d'une voix. L'homme mordu crie aussi, un gémissement brisé qui traverse le chaos. La cité que vous connaissiez ce matin a disparu. Les épices et le pain et les rires ont disparu sous la saveur de fer du sang. Chaque son semble aigu. Chaque ombre est tirée trop loin. Les rues ne semblent plus retenir leur souffle. Elles semblent avoir attendu. En soirée, la cité semble fausse d'une manière que vous ne pouvez pas nommer. Le son manque quelque chose. Harran a toujours été bruyante. Des vendeurs criant, de la musique dérivant des balcons, le vin aigu du tramway tranchant à travers la chaleur. Mais maintenant, il y a un silence sous le bruit, un vide creux entre les moments. Cela fait se resserrer votre peau. Vous êtes à mi-chemin de la maison quand la première explosion frappe. Elle est distante, mais vous la sentez dans votre poitrine. Un coup sourd et profond qui roule dans les rues comme un tonnerre sous l'eau. Les têtes se tournent, les voix se fichent à mi-phrase. Puis une deuxième explosion, puis une troisième. Chacune mesurée, délibérée, comme quelqu'un enfonçant des clous dans quelque chose destiné à rester fermé. Vous vous glissez dans une rue latérale, juste au moment où les haut-parleurs crépitent d'envie. Les voix froides, filtrées, dépouillées de tout humain. Le protocole de quarantaine est maintenant en vigueur. Toutes les sorties sont scellées. N'essayez pas de quitter la cité. La panique ne vient pas comme une vague. Elle suinte. Un rire nerveux, un sac tombé, des pas s'accélérant. Puis quelqu'un crie, pas de peur, mais d'émerveillement, et vous suivez leurs yeux vers la ligne d'horizon. Le pont, l'un des vieux géants d'acier, reliant Harran au continent. Vous le regardez s'effondrer dans une floraison de feu, disparaissant dans la rivière comme s'il n'avait jamais existé. L'onde de choc roule à travers la cité. Les fenêtres tremblent, les alarmes de voitures hurlent, et quelque chose en vous comprend. Ce n'est pas seulement le pont, c'est chaque route vers l'extérieur, chaque sortie, chaque fuite. Harran vient d'être scellé, pas pour garder le danger dehors, pour le garder dedans. Vous trouvez un refuge dans un bâtiment abandonné avant que la nuit ne tombe complètement. C'est un vieil immeuble résidentiel, probablement habité par des familles il y a quelques jours à peine. Les fenêtres sont barricadées avec des planches clouées à la hâte. La porte à moitié arrachée de ses gonds révèle les signes d'une évacuation paniquée. L'intérieur semble renfermé, la sueur séchée et quelque chose de plus sucré, plus métallique que vous ne voulez pas nommer. Des taches sombres sur le tapis, des traînées sur les murs, des histoires que vous préférez ne pas lire. Vous vous recroquevillez dans un coin, serrant le sac que vous avez attrapé dans la panique du marché. Une lampe de poche avec des piles presque mortes. Une bouteille d'eau à moitié pleine, son plastique fissuré. Un couteau émoussé que vous avez pris dans une cuisine abandonnée. Quelques bandages tachés. Une barre de céréales écrasée. Pathétique. C'est tout ce qui se trouve entre vous et la mort. Vous examinez l'appartement plus attentivement dans la lumière mourante. Des photos sur le mur montrent une famille souriante. Un père, une mère, 2 enfants. Où sont-ils maintenant? Évacués, transformés, morts? Vous ne voulez pas savoir. Leurs affaires sont dispersées partout.
s'arrêtent brusquement. Celui qui les faisait n'a pas survécu pour voir le 5e jour. Dehors, la cité change. Vous l'entendez dans le silence qui remplace progressivement les sons familiers. Les bruits normaux de la vie urbaine, la circulation, les voix qui se mêlent, les rires lointains. Tout cela s'estompe progressivement, remplacé par autre chose. Des sons qui font se hérisser les poils sur votre nuque, grattements de griffes sur le béton, gémissements qui ne sont plus tout à fait humains, le traînement lourd de pieds qui ne savent plus comment marcher correctement. Puis les cris commencent, pas des cris de peur humaine. Ces sons sont différents, déchirés, comme si les cordes vocales avaient été arrachées et réassemblées de manière incorrecte. Quelque chose entre l'humain et l'animal. Quelque chose qui était autrefois une personne avec des rêves, des peurs, une famille, maintenant réduit à un hurlement primitif d'instinct et de faim. Votre main se serre sur le couteau jusqu'à ce que vos jointures deviennent blanches, les articulations douloureuses. Votre autre main éteint la lampe de poche, économisant la batterie précieuse. Le crépuscule se transforme en obscurité totale. La transformation de Haran est complète. Ce que vous avez vu pendant la journée, ces créatures maladroites et lentes titubant dans les rues, n'était qu'un avant-goût. La nuit appartient à quelque chose de bien pire. Vous entendez les changements se produire dans les bâtiments environnants. Des craquements sourds, comme des os qui se réalignent. Des grognements de douleur qui se transforment en quelque chose de plus sauvage. Le virus ne dort jamais. Il évolue, il perfectionne. Et quand le soleil se couche, il libère ses créations les plus mortelles. Les infectés que vous avez vus plus tôt se transforment. Leur corps se contracte et se tordent dans des spasmes douloureux. Leurs muscles se resserrent, devenant plus denses, plus puissants. Leurs sens s'affûtent jusqu'à ce qu'ils puissent entendre un battement de cœur à 100 mètres, sentir la sueur de la peur à travers les murs, voir dans l'obscurité comme si c'était le jour. Ce ne sont plus les mêmes créatures pathétiques que vous pouviez éviter avec prudence pendant les heures de lumière. Ce sont des prédateurs perfectionnés, des machines à tuer biologiques. Et Haran est devenu leur terrain de chasse personnel. Votre respiration semble assourdissante dans le silence de l'appartement. Chaque inspiration vous semble trahir votre position. Vous essayez de respirer plus doucement, plus lentement, contrôlant chaque muscle pour ne pas faire de bruit. Dehors, vous entendez quelque chose bouger sur le toit. Pas des pas humains, trop rapides, trop sûrs. Quelque chose qui grimpe avec une aisance impossible, défiant la
déjà senti quelque chose de plus prometteur. Ou peut-être qu'elle reviendra. Vous ne savez pas ce qui serait pire. Attendre dans cette terreur paralysante ou affronter la chose directement. Au moins un combat serait rapide. Cette attente, ce suspense insoutenable, cela vous déchire lentement de l'intérieur. Les heures rampent. Chaque son devient une menace. Le craquement du bois qui se pose. Le sifflement du vent à travers les fenêtres brisées. Votre propre pouls battant dans vos oreilles. Vous vous demandez combien d'autres sont cachés comme vous, retenant leur souffle dans l'obscurité, priant pour que l'aube arrive vite. Vous vous demandez combien d'entre eux verront le matin, quelque part dans les ténèbres. Quelque chose se déplace. Rapide, délibéré. Le son de griffes sur la pierre. Se rapprochant. Votre main se resserre sur le couteau jusqu'à ce que vos jointures deviennent blanches. La porte. Vous l'avez-vous barricadée correctement? Pouvez-vous atteindre la fenêtre à temps si quelque chose entre? Votre esprit s'emballe à travers les scénarios, chacun se terminant de la même manière. Avec du sang, avec des dents, avec la faim. Mais la chose passe. Les bruits s'estompent, se déplaçant vers une autre rue, une autre proie. Vous expirez lentement, chaque muscle tremblant de soulagement et de terreur. C'est seulement la première nuit. Et déjà, vous savez, Haran ne vous laissera pas partir. Pas vivant, l'aube arrive enfin, grise et hésitante, comme si même le soleil avait peur de ce qu'il pourrait trouver. Vous risquez un coup d'œil par la fenêtre barricadée. Les rues sont vides, mais pas silencieuses. Il y a un bourdonnement sous-jacent, un murmure collectif désinfecté qui se sont retirés dans l'ombre à l'approche de la lumière. Pendant la journée, ils sont léthargiques, moins dangereux, mais ils sont toujours là. Attendant, vous devez bouger. Rester dans un endroit trop longtemps n'est pas sûr. Pas de nourriture, pas d'eau courante, pas de défense réelle. Vous avez besoin de trouver d'autres survivants. Il doit y en avoir. Il doit y avoir quelque part de plus sûr que cela. Vous vous glissez dehors, serrant le couteau, chaque sens en alerte maximale. Les rues sont jonchées de débris. Vitres brisées, voitures abandonnées, taches sombres sur le pavé que vous essayez de ne pas regarder de trop près. Un infecté traîne près d'un coin, pas un de ceux de la nuit, juste un piteux ordinaire, lent et bêté, à peine conscient, mais toujours dangereux si vous vous approchez trop. Vous le contournez, restant bas, restant silencieux. Vos compétences en parcours, celles que vous avez prises pour acquises dans votre ancienne vie, deviennent soudainement vitales. Grimper sur des balcons, sauter entre les toits, garder les pieds hors du sol quand c'est possible, c'est comme ça que vous le trouvez. La tour, une structure imposante qui se dresse au-dessus des taudis. Ses étages supérieurs encore éclairés par des lampes ultraviolettes qui brillent comme des phares dans une mer d'obscurité. Un refuge, un espoir. Vous faites votre chemin vers elle en évitant les infectés, en escaladant quand vous le devez, en courant quand vous n'avez pas le choix. À la base, vous trouvez une porte fortement barricadée et une sonnette. Vous appuyez, priant pour que quelqu'un réponde. La porte s'ouvre, juste assez pour qu'un visage méfiant regarde dehors. Des yeux fatigués vous scannent, vous jaugeant. Mordu, vous levez vos mains, montrant des paumes propres, pas de blessures. Le visage hésite, puis hoche la tête. La porte s'ouvre plus large. Entrez, vite. Vous vous précipitez à l'intérieur et la porte
et verrous, glissant en place avec des claquements définitifs. L'intérieur de la tour est un contraste saisissant avec les rues à l'extérieur. C'est bondé, étouffant, mais vivant. Des gens se déplacent avec détermination, transportant des fournitures, fixant des barricades, soignant des blessés. Un homme plus âgé avec une jambe bandée s'approche de vous. Harris Brecken, le chef ici. Il vous explique les règles. Chacun travaille, chacun contribue et chacun reçoit sa part d'anticine. Anticine, le médicament qui supprime le virus. Il ne guérit pas, mais il vous donne du temps, vous empêche de vous transformer. Mais les fournitures sont limitées. L'effort mondial de secours, le GRE, a promis des largages aériens réguliers. Mais avec la quarantaine, qui sait combien de temps cela durera? Chaque dose compte. Chaque jour que vous survivez est un jour de plus que vous devez gagner. Brecken vous présente à Jade, sa meilleure coureuse. Elle vous enseigne les bases. Comment repérer les itinéraires sûrs, où les infectés se rassemblent pendant la journée. Quelle zone éviter complètement une fois la nuit tombée. Elle vous montre comment utiliser l'environnement. Pièges, lampes ultraviolettes. Tout ce qui peut vous donner un avantage. Parce qu'ici, chaque avantage compte. Vous rencontrez aussi son frère, Raïm, plus jeune, plus optimiste, croyant toujours qu'ils peuvent reprendre la cité. Il vous enseigne des techniques de parcours plus avancées. Comment rouler après les chutes, comment garder l'élan, comment transformer chaque surface en une échappatoire potentielle. Dans Harran, la mobilité et la survie. Restez au sol trop longtemps et vous êtes mort. Les jours se fondent ensemble en un flou de courses, de combats et de survie. Vous faites des courses pour Brecken, récupérez des fournitures dans les zones infectées, réparez les lampes ultraviolettes, aidez d'autres survivants coincés dans leur maison. Chaque tâche vous rapproche un peu plus du bord. Chaque nuit testant votre capacité à tenir bon, puis les largages aériens s'arrêtent. Le GRE cesse ses transmissions. Les fournitures d'anticine commencent à s'épuiser. La panique se propage à travers la tour plus rapidement que le virus lui-même. Sans anticine, les infectés commencent à apparaître même parmi les survivants. Des gens que vous connaissiez, que vous avez travaillé aux côtés, commencent à montrer des symptômes. Fièvre, transpiration, pupilles dilatées, le tic-tac de l'horloge qui compte à rebours jusqu'à leur transformation. Vous entendez parler d'un homme, un seigneur de guerre nommé Ress. Il accumule des fournitures, contrôle des territoires et aurait de l'anticine. Brecken hésite à traiter avec lui. Mais les options s'amenuisent. Quelqu'un doit établir un contact. Quelqu'un doit obtenir ses fournitures. Et ce quelqu'un pourrait bien être vous. Le trajet vers le territoire de Ress vous emmène plus profondément dans les taudis. Les rues ici sont plus dangereuses, plus infectées. Ces hommes patrouillent avec des armes lourdes, tirant sur tout ce qui bouge, infecté ou non. Vous vous faufilez à travers en utilisant les toits, en restant hors de vue. Quand vous atteignez finalement son quartier général, vous êtes accueilli non par Ress lui-même, mais par son intendant, Karim. Karim est pragmatique, direct. Il teste votre valeur, vous fait faire des courses, réparer des tours radio, collecter des tribus des enclaves. Tout cela pendant que vous cherchez une ouverture, un moyen d'obtenir l'anticine sans être pris dans les jeux de
une suppression. Mais Ress le garde sous bonne garde, utilisant son expertise pour ses propres fins. Le puzzle commence à se mettre en place. Le GRE, Ress, le virus. Tout cela est connecté d'une manière que vous commencez tout juste à comprendre. Une nuit, tout change. Vous êtes piégé loin de la tour quand le soleil se couche. Pas de temps de courir vers la sécurité. Juste vous, les rues et les volatiles. Ils émergent des ombres comme des cauchemars faits chair. Plus grands que l'épité, plus rapides, plus forts. Leurs peaux pâles brillant faiblement dans l'obscurité. Leurs mâchoires fendues, révélant des rangées de dents. Et leurs cris. Dieu, leurs cris. Vous courez, c'est tout ce que vous pouvez faire. Grimpez, sautez, vous faufilez à travers des espaces étroits. Votre cœur battant si fort que vous pensez qu'il pourrait éclater. Vos poumons brûlant à chaque respiration. Les volatiles derrière vous, plus proches à chaque seconde. Vous pouvez entendre leurs griffes racler la pierre, leur souffle lourd juste derrière votre nuque. Une lampe ultraviolette. Vous en repérez une à l'avance, toujours fonctionnelle. Vous vous y dirigez, plongeant dans son cercle de lumière au moment où les volatiles frappent. Ils s'arrêtent, sifflant, reculant devant la lueur violette. Mais ils ne partent pas. Ils tournent en rond, attendant, sachant que vous ne pouvez pas rester dans cette lumière pour toujours. Votre lampe de poche ultraviolette personnelle, elle a une charge limitée. Quelques secondes de protection au mieux. Vous devez atteindre un autre point sûr. Vite, vous calculez la distance. 30 mètres, peut-être 40. Trop loin pour le faire sans la lampe de poche. Vous attendez, regardant les volatiles tourner. Ils sont patients. Ils peuvent attendre toute la nuit. Mais vous ne le pouvez pas. L'aube est dans des heures. Vous ne durerez pas si longtemps. Vous prenez une profonde respiration. Comptez jusqu'à 3 et vous courez. La lampe de poche jaillit, sa lumière frappant le volatile le plus proche. Il recule en hurlant, se couvrant les yeux. Vous passez, sprintant de toutes vos forces. Derrière vous, la meute reprend la chasse. Mais vous avez un début, juste assez. Vous sautez, saisissez un rebord. Vous hissez. Les volatiles sautent après vous, leurs griffes manquant vos pieds de centimètres. Vous roulez sur le toit, vous précipitez vers le bord, sautez vers le prochain bâtiment. La zone sûre, vous la voyez, une petite cabane sur un toit avec des lampes ultraviolettes brûlant brillamment. Vous plongez à travers la porte, la claquant derrière vous. Les volatiles s'écrasent contre elle, grattant, hurlant. Mais les lumières les repoussent. Vous vous effondrez contre le mur, chaque muscle tremblant. Votre respiration arrivant par halètement raquette. Vous avez survécu, à peine. Mais vous avez survécu, c'est alors que vous le réalisez. Harran ne teste pas seulement votre volonté de vivre. Elle teste combien de fois vous pouvez danser avec la mort avant qu'elle ne vous réclame finalement. Et chaque nuit, la danse devient plus difficile. Les jours se transforment en semaines. Votre corps s'adapte. Vous devenez plus fort, plus rapide, plus habile. Vos compétences en parcours s'affinent jusqu'à ce que vous puissiez naviguer dans les rues avec une aisance qui aurait semblé impossible lors de votre
Chaque attaque laisse la population diminuer. Chaque attaque rappelle que vous ne tenez que par un fil. Vous découvrez la vérité sur le GRE. Ce n'était pas juste de la négligence ou de l'incompétence. C'était intentionnel. Il ne cherchait pas un remède pour sauver les gens. Il voulait armer le virus, en faire une arme biologique parfaite. Une arme qui pourrait décimer les populations ennemies tout en laissant l'infrastructure intacte. Pas de radiation, pas de destruction massive. Juste des millions de personnes transformées en monstres affamés qui se dévoreraient les uns les autres. L'épidémie de Harran n'était pas un accident tragique. C'était un terrain d'essai soigneusement orchestré. Le patient zéro, un homme nommé Mr. Buruk, avait été délibérément exposé dans une expérience contrôlée. Le GRE voulait voir comment le virus se propagerait dans un environnement urbain dense. Ils avaient choisi Harran pour sa population diverse, son mélange d'architecture ancienne et moderne, ses connexions limitées au reste du monde. Un laboratoire parfait, une prison parfaite. Les documents que vous trouvez dans les installations abandonnées du GRE révèlent l'étendue de leur plan. Des graphiques montrant les taux de transmission prévus. Des cartes marquant les zones d'infection optimales. Des notes cliniques décrivant les différents stades de transformation avec le détachement froid de scientifiques étudiants des rats de laboratoire. Il y a même des mémos discutant de la rentabilité de différentes souches virales, comparant leur létalité par rapport à leur taux de transmission, comme si c'était une simple équation mathématique et antisine. Ce médicament miracle qu'ils ont largué pour les survivants, ce n'était pas un geste de miséricorde, c'était une autre partie de l'expérience. Ils voulaient voir combien de temps les humains pourraient rester fonctionnels sous suppression chimique. Combien de doses seraient nécessaires? Quels effets secondaires se développeraient? Chaque personne qui prenait antisine était un sujet de test non consentant. Dans leurs recherches macabres, le virus lui-même est une merveille de bio-ingénierie. Une variation de la rage, oui, mais modifiée de manière que la nature n'aurait jamais pu accomplir. Il cible le système nerveux avec une précision chirurgicale, désactivant les centres de raisonnement supérieurs tout en amplifiant les pulsions primitives. Faim, agression, territorialité. Il altère la structure de l'ADN au niveau des nucléobases, réécrivant le code génétique pour créer quelque chose qui n'est plus tout à fait humain. Mais la partie la plus brillante, la plus terrifiante, est la photosensibilité. Les infectés deviennent extrêmement vulnérables à la lumière ultraviolette. Cela semble être une faiblesse, et ça l'est pendant la journée. Mais la nuit, cette même sensibilité agit comme un système d'alarme biologique. Les lampes UV marquent les zones sûres pour les humains, créant des frontières claires. Les infectés apprennent à éviter ces zones, à chasser dans l'obscurité, où leur avantage est total. Cela crée une dynamique jour-nuit qui force les survivants à modifier leur comportement, à devenir nocturnes ou à risquer tout pendant les heures d'obscurité. Le docteur Zer, le scientifique que vous avez rencontré, travaillait autrefois pour le GRE. Il avait contribué au développement initial du virus, croyant qu'il créait un vaccin. Quand il a découvert la vérité, qu'il développait une arme, il s'est enfui, a volé des recherches, a essayé de créer un vrai remède.
processus. Leur sang photosensible réagit à la lumière d'une manière différente des autres infectés. Si cela pouvait être synthétisé, combiné avec d'autres composés, cela pourrait créer quelque chose qui non seulement supprime le virus, mais l'élimine complètement du système. Mais la recherche nécessite du temps, des ressources et de la sécurité. 3 choses que Harran ne peut plus fournir. Chaque jour qui passe, plus de gens se transforment. Plus de connaissances sont perdues. Le docteur Camden sait qu'il court contre la montre. Pas seulement pour sauver Harran, mais pour s'assurer que ce cauchemar ne se propage jamais au-delà de ses murs. Parce que si le virus s'échappe, si le GRE réussit à l'armer et à le déployer, ce qui est arrivé à Harran se produira dans le monde entier. Vous chassez les bolters dans les rues sombres, les métros abandonnés et les sous-sols inondés qui s'étendent sous Harran comme un réseau de veines noires. C'est comme traquer des fantômes. Ces créatures ont évolué différemment des autres infectés, où les bités ont perdu leur intelligence, où les volatiles ont gagné en force brute. Les bolters ont perfectionné la fuite. Ils sont devenus la proie parfaite dans un écosystème où être remarqué signifie la mort. Leurs corps entiers rayonnent d'une bioluminescence verte maladive. Des pustules grosses comme des poings couvrent leur peau, pulsant doucement dans l'obscurité. Cette lumière devrait les rendre faciles à repérer. Mais c'est le contraire. Dans les tunnels sombres, leurs lueurs se font avec la mousse phosphorescente qui pousse sur les murs humides. Dans les ruelles, elles ressemblent à des enseignes au néon brisé. Votre œil glisse dessus, les ignorant comme du bruit de fond jusqu'à ce qu'ils bougent. Et quand ils bougent, c'est avec une vitesse qui défie la croyance. 0 à pleine vitesse en moins d'une seconde. Leurs jambes, grotesquement développées et musclées, les propulsent en avant avec une force explosive. Ils peuvent atteindre des vitesses de 40-50 km/h sur terrain plat. Sur des surfaces verticales, ils grimpent presque aussi vite. Vous avez vu un bolter escalader un mur de 4 étages en 3 secondes, ses griffes trouvant prise sur du béton apparemment lisse. Mais ce qui les rend vraiment impossibles à capturer, c'est leur ouïe. Leurs oreilles se sont développées en structures paraboliques qui peuvent capter les fréquences les plus basses et les plus hautes. Ils entendent votre respiration à 100 mètres, le froissement de vos vêtements, le battement de votre cœur. Le simple fait de penser trop fort semble suffisant pour les alerter. Vous devez devenir comme eux, silencieux, patient, invisible. Votre première tentative de chasse est un désastre total. Vous repérez un bolter se nourrissant sur une carcasse dans un métro abandonné. Vous approchez doucement, contrôlant chaque respiration, chaque pas. Vous êtes à 10 mètres, puis 5. Votre arc est tendu, flèche encochée. Vous visez le centre de masse. Votre doigt se prépare à libérer. Et puis votre pied touche une canette vide. Le plus petit tintement métallique. Le bolter tourne la tête. Ses yeux vous trouvent et il disparaît, littéralement. Un instant, il est là. Le suivant, il n'y a qu'un éclat vert s'estompant dans les tunnels. Vous apprenez, vous observez leur pattern. Ils se nourrissent toujours dans les mêmes zones, revenant à des carcasses que les autres infectés ont abandonnées. Ils préfèrent les espaces confinés avec de multiples sorties, des métros,
s'échapper dans n'importe quelle direction. Et ils se nourrissent toujours seuls. Les bolters sont solitaires, évitant même d'autres de leur espèce. Votre deuxième tentative est meilleure. Vous trouvez un bolter dans un parking souterrain. Cette fois, vous ne vous approchez pas. Vous installez un piège, des fils tendus à travers les sorties principales. Pas assez pour les arrêter, mais assez pour faire du bruit quand ils courent à travers. Puis vous approchez de la direction opposée. Le bolter détecte votre présence et fuit, droit dans les fils. Le tintement des canettes attachées résonne. Le bolter panique, se dirigeant vers une autre sortie. Plus de fils, plus de bruit. Il est désorienté maintenant, ses sens surchargent. C'est votre chance, vous tirez. La flèche vole vrai, frappant le bolter dans la cuisse. Il trébuche, s'écrase. Mais avant que vous puissiez tirer à nouveau, il est debout et boitant à pleine vitesse. Vous le poursuivez à travers le parking, vos poumons brûlants, vos jambes criant. Le bolter laisse une traînée de sang luminescent, facile à suivre. Mais il accélère malgré la blessure, l'adrénaline éliminant la douleur. Vous le perdez dans les tunnels. Cela prend 3 jours de plus avant que vous ne réussissiez enfin. 3 jours de pièges, de traques, d'échecs. Vous apprenez à utiliser la furtivité des volatiles contre les bolters, à chasser pendant les heures où les deux espèces se chevauchent, utilisant la menace des prédateurs plus grands pour conduire les bolters dans vos pièges. Vous apprenez où ils dorment pendant la journée, recroquevillés dans des espaces sombres que même les autres infectés évitent. Quand vous collectez finalement l'échantillon, le sang glisse dans le flacon comme de la peinture liquide, brillant avec sa propre lumière interne. Le docteur Camden le prend avec des mains tremblantes de révérence et de peur. C'est leur meilleur espoir, peut-être leur seul espoir, mais il en faut plus. Un bolter ne suffit pas. Il lui faut des échantillons de plusieurs individus pour isoler les composants communs. Donc vous retournez dans l'obscurité, encore et encore. Chaque chasse plus dangereuse que la précédente, tandis que les bolters apprennent vos tactiques, deviennent plus méfiants, plus difficiles à trouver. Puis Ress fait son coup. Il kidnappe Camden, vole la recherche, veut l'utiliser comme levier contre le GRE, contre les survivants, contre quiconque peut l'aider à consolider le pouvoir. Vous devez le récupérer, non seulement pour la tour, mais pour toute personne restée vivante à Harran. Le remède est la seule chose qui peut arrêter cela, la seule chose qui peut transformer cette cité de pièges mortels en quelque chose qui ressemble à nouveau à un foyer. L'assaut sur la base de Reiss est suicidaire, mais c'est votre seule option. Vous vous regroupez avec ce qui reste des défenseurs de la tour. Jade mène l'assaut. Raim fournit un soutien. Vous vous frayez un chemin à travers les lignes de Reiss, combattant à la fois ces hommes et les infectés qu'ils ont piégés comme armes. C'est le chaos. Balles volant, explosions déchirant des bâtiments, hurlements d'infectés se mélangeant aux cris des mourants. Vous trouvez Camden, mais pas avant que Jade ne soit mortellement blessée. Elle vous supplie de finir la mission, d'obtenir la recherche au GRE, de s'assurer que quelque chose de bon sorte de tout cela. Vous promettez, même si vous savez que c'est un mensonge. Le GRE ne peut pas être fait confiance. Ils prouveront cela bientôt assez. Raim, consommé par la douleur et la colère, fait un mouvement imprudent. Il est mordu. L'infection se propage rapidement. Vous le regardez se transformer, les
les étapes rapides que vous avez vues tant de fois. Fièvre, délire, puis le changement final. Ses yeux deviennent vitreux, ses mouvements saccadés. Il ne vous reconnaît plus. Il n'y a qu'une chose miséricordieuse à faire, et cela vous brise. Avec Jade parti et Raïm perdu, la volonté de la tour vacille. Brecken lutte pour maintenir l'ordre, mais les gens paniquent. Certains veulent fuir, prendre leur chance à l'extérieur des murs. D'autres veulent se rendre à Rès, échanger leur liberté pour une promesse de sécurité. Et certains, les plus désespérés, parlent de tout simplement arrêter, de laisser le virus les prendre, d'en finir rapidement. Vous refusez d'abandonner. Vous ne pouvez pas. Trop de gens comptent sur vous. Trop ont été perdus. Vous affrontez Rès dans son penthouse, une tour surplombant les taudis. Le combat est brutal. Il est plus fort que vous ne le pensiez, augmenté par quelque chose que le GRE lui a donné. Mais vous êtes motivé par quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Pas la vengeance, pas la survie. L'espoir. L'espoir que Aran puisse être sauvé. Que les gens ici puissent avoir un avenir. Vous le battez, à peine. Et pendant qu'il saigne sur le sol froid, vous récupérez la recherche. Mais le GRE vous contacte. Ils veulent cela. Ils ordonnent de le livrer. Ils promettent l'extraction, des fournitures, tout ce dont vous avez besoin. Mais vous avez vu leurs mensonges. Vous connaissez leur jeu. Au lieu de cela, vous le donnez à Camden. Laissez-le finir le travail. Créez le remède. Distribuez à ceux qui en ont besoin, pas à ceux qui peuvent payer. Le GRE n'est pas content. Il coupe tout soutien. Pas plus de largages aériens. Pas plus de communication. Aran est seul. Mais d'une certaine manière, c'est libérateur. Pas plus de jouer selon leurs règles. Pas plus d'attendre leur permission. Les survivants commencent à reprendre la cité, bloc par bloc, rue par rue. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose. Puis, vous entendez parler de la campagne, une zone en dehors de la quarantaine principale où des survivants prétendent être immunisés. Ils parlent d'une cure, pas l'anticine, mais quelque chose de plus permanent. Une communauté appelée les Enfants du Soleil, menée par une figure mystérieuse connue seulement comme la mère. Camden pense que leurs prétentions pourraient être légitimes. Si c'est vrai, cela pourrait changer tout. Vous devez enquêter. Le voyage vers la campagne est périlleux. Les routes sont infestées. Des fermes abandonnées maintenant, des nids de volatiles. Des champs qui étaient autrefois des cultures, maintenant des terrains de chasse. Mais vous avez un véhicule, une buggy modifiée, qui peut surpasser la plupart des infectés. Tant que vous continuez à bouger, vous êtes en sécurité. Arrêtez et vous êtes mort. Vous trouvez les Enfants du Soleil. Au début, ils semblent tout ce qu'ils prétendent. En bonne santé, organisés, exempts d'infection. Mais à mesure que vous creusez plus profondément, des fissures apparaissent. Leur immunité n'est pas naturelle, c'est donné par la mère, à travers un rituel impliquant un sérum bleu qu'elle garde. Et ce sérum, vous le découvrez, n'est pas un remède, c'est quelque chose de bien pire. La mère est une volatile sentiente. Elle a conservé son intelligence humaine, même en transformant. Et le sérum qu'elle donne ne guérit pas l'infection. Il accélère la transformation en créatures comme elle, des hybrides, capables de penser, de planifier,
inscrit sur une pierre tombale quelque part. Elle avait peut-être des enfants, un mari, des rêves. Maintenant, elle est quelque chose d'autre, quelque chose qui n'a pas de nom dans aucune langue humaine. Sa voix résonne dans votre tête sans passer par vos oreilles. Pure télépathie. Et dans cette voix, vous entendez non pas de la folie, mais une clarté terrible. Elle ne se voit pas comme un monstre, elle se voit comme l'évolution. L'étape suivante, l'humanité 2.0. Elle vous montre des visions, le monde tel qu'elle le voit. Les humains comme des créatures fragiles et dysfonctionnelles, se détruisant avec leur guerre, leur cupidité, leur courte vue, et les infecter comme quelque chose de plus pur, unis par l'instinct collectif, sans conflit individuel. Une ruche parfaite, vous pourriez la rejeter facilement si c'était juste de la folie. Mais il y a une logique tordue dans ces mots. Vous avez vu ce que les humains font dans le désespoir. Rez et sa brutalité, le GRE et leurs expériences, les survivants à la tour qui se battent pour des miettes d'antisine, la cruauté, la trahison, la peur qui transforme les gens en monstres, même sans le virus. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que l'humanité mérite de disparaître. Non, vous secouez ses pensées. C'est le virus qui parle. Ou peut-être la mer, infiltrant votre esprit, plantant des graines de doute. Vous vous concentrez sur les visages que vous vous rappelez. Brecken, essayant de maintenir l'ordre dans le chaos. Jade, risquant sa vie pour sauver des étrangers. Raïm, croyant en un avenir meilleur, même quand tout le monde autour de lui abandonnait. Ces personnes méritent de vivre, méritent une chance. La mère sent votre résolution et sourit, ou fait ce qui passe pour un sourire, avec une mâchoire fendue. Alors, tu choisiras la mort. Pour toi, pour eux, pour tous. Elle vous montre l'ogive nucléaire enfouie dans les tunnels sous la campagne. Un vestige de la guerre froide, oublié mais toujours fonctionnel. Elle a passé des mois à déchiffrer ces systèmes, utilisant l'intelligence qu'elle a conservée combinée aux connaissances volées dans l'esprit des techniciens infectés. Elle peut la déclencher avec une pensée. Et si vous ne vous joignez pas à elle, elle le fera. 40 mégatonnes qui transformeront Haran et 50 kilomètres dans toutes les directions en verre fondu. Tous ces survivants que vous avez essayé de sauver, disparus en un éclair. Le docteur Camden et son travail sur le remède. Vaporisé. Chaque espoir, chaque rêve, chaque moment de courage dans l'obscurité, effacé comme s'il n'avait jamais existé. Elle vous donne 24 heures pour décider. Un jour, le dernier jour de votre vie humaine, d'une manière ou d'une autre, vous errez dans la campagne pendant ces heures, luttant avec le choix. Les enfants du soleil vous observent avec des yeux qui ne clignent pas assez. Ils ont déjà pris le sérum, déjà commencé la transformation. Ils sont des hybrides maintenant, humains pendant le jour, mais quelque chose d'autre la nuit. Ils disent que c'est une bénédiction, qu'ils se sentent plus forts, plus vivants, plus connectés. Mais vous voyez la vérité dans leurs yeux.
à sentir les envies. La transformation qui commence dans les jeunes est plus lente mais tout aussi inévitable. Dans un mois, peut-être moins, elle ne sera plus cet enfant doux, elle sera une prédatrice. Et elle ne se souviendra pas de votre gentillesse, de cette fleur, de son humanité. C'est ce qui brise finalement votre résolution. Pas la peur de mourir, pas la menace de la bombe, mais cet enfant et les milliers comme elle, qui méritent mieux que de devenir des monstres ou des cendres. Vous retournez vers la mer. Vous lui dites que vous boirez le sérum, que vous vous joindrez à elle, mais à une condition. Elle doit laisser les autres tranquilles, ne plus les traquer, ne plus les convertir. Laissez ceux qui veulent rester humains avoir ce choix. Elle réfléchit. Pendant un long moment, vous pensez qu'elle va refuser. Puis elle hoche la tête. Très bien, tu seras mon champion, mon pont entre deux mondes. Tu protégeras les humains de nous, et tu nous protégeras d'eux. Un équilibre, une trêve. Elle tend le sérum, un flacon de liquide bleu qui brille doucement. Ceci changera tout. Tu ne pourras jamais revenir en arrière. Tu seras à jamais pris entre, ni humain, ni infecté. Quelque chose de nouveau. Es-tu prêt? Vous regardez le flacon. Dans son reflet, vous voyez votre visage, fatigué, marqué par des cicatrices, mais toujours humain, toujours vous. Dans quelques secondes, ce ne sera plus vrai. Vous pensez à tout ce que vous perdrez. Le goût de la vraie nourriture, la chaleur du soleil sans la douleur brûlante, la capacité de toucher quelqu'un sans peur de les blesser, les rêves, les espoirs, les petites joies qui rendent la vie supportable. Tout cela sera parti, remplacé par la faim, par l'instinct, par la voix éternelle de la mer dans votre tête. Mais vous pensez aussi à ce que vous pourriez sauver. L'enfant avec la fleur, les survivants à la tour, tous ceux qui pourraient encore avoir une chance si quelqu'un se tenait entre eux et les ténèbres. N'est-ce pas pour cela que vous êtes venu à Harran en premier lieu? Pour aider, pour protéger. Peut-être que cela a toujours été votre destinée, de devenir le gardien, le pont, le sacrifice nécessaire. Vous prenez le flacon, la mère sourit. Son sourire est la dernière chose humaine que vous voyez avant de boire. Le goût est comme du cuivre et des cendres. Amer, brûlant, il descend dans votre gorge comme de l'acide. Votre estomac se convulse. Vous tombez à genoux, vomissant du sang qui fume au contact de l'air. Vos veines s'illuminent sous votre peau, traçant des motifs noirs et tordus à travers votre corps. Votre vision se brise en 1000 fragments colorés, puis se réassemble différemment. Vous pouvez voir plus maintenant, voir dans des spectres que les humains ne devraient pas pouvoir percevoir. Infrarouge, ultraviolet, les signatures thermiques de chaque être vivant brillant comme des balises. Vos os craquent, se réalignent. Vos muscles se déchirent et se reforment, plus denses, plus forts. Vos dents tombent et repoussent, plus pointues, conçues pour déchirer plutôt que mâcher. Vos ongles durcissent, s'allongent en griffes qui pourraient déchirer l'acier. Et la douleur. Dieu, la douleur est au-delà des mots. Comme si chaque nerf de votre corps était en feu. Comme si vous étiez démonté au niveau moléculaire et reconstruit en quelque chose de nouveau. À travers tout cela, vous entendez la mer chuchoter. Bienvenue, bienvenue à la famille, bienvenue à la maison.
Sa voix est partout maintenant, pas juste dans votre tête, mais tissée à travers chaque pensée, chaque impulsion. Vous essayez de vous rappeler pourquoi vous avez fait cela. L'enfant, la promesse, protéger les innocents. Mais ces souvenirs semblent lointains, flous, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'existe plus, quelqu'un qui est mort et a été remplacé par ce que vous êtes maintenant. Quand la transformation se termine finalement, vous vous levez. Le monde semble différent, plus petit, plus fragile. Vous regardez vos mains, les griffes noires qui ont remplacé vos doigts humains, et vous vous demandez si vous avez fait le bon choix. Mais il n'y a pas de retour en arrière maintenant. Le pont est traversé, les dés sont lancés. Vous êtes la bête, et Harran sera à jamais votre domaine et votre prison. Vous vous réveillez avec du sang sur vos mains, sang qui n'est pas le vôtre. Votre corps est différent, plus fort, plus rapide, vos sens aiguisés à des degrés impossibles. Vous pouvez entendre les battements de cœur d'infectés à des kilomètres, sentir la sueur et la peur des survivants. Et sous tout cela, une voix, la mer, chuchotant, guidant, réclamant. Pendant la journée, vous conservez un certain contrôle. Vous pouvez penser, vous pouvez vous rappeler qui vous étiez. Mais tandis que le soleil se couche, l'instinct de volatile prend le dessus. La faim, la poussée à chasser, à déchirer, à nourrir. Vous luttez contre cela, essayant de tenir sur votre humanité. Mais chaque nuit, cela devient plus difficile. Chaque nuit, la bête devient plus forte. Vous décidez de mettre fin à cela. Si vous ne pouvez pas être sauvé, au moins vous pouvez arrêter la mer. Vous retournez à la campagne, à l'emplacement de l'ogive. Elle vous attend, sachant que vous viendriez. La confrontation finale, vous contre elle, humain contre monstre. Sauf que vous n'êtes plus entièrement l'un ou l'autre. Le combat est vicieux. Elle est plus rapide, plus expérimentée, contrôlant les hordes pour vous enfermer. Mais vous avez quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre. La volonté de perdre. Parce que gagner ce combat signifie survivre en tant que monstre. Et c'est un destin pire que la mort. Vous déclenchez l'ogive. Le compte à rebours commence. Elle rit, croyant que vous bluffez. Mais vous ne l'êtes pas. Vous tenez le fort, tandis que les secondes s'écoulent. Volatile se pressant de toutes les directions. Votre corps se déplaçant sur l'instinct, les déchirant avec des griffes que vous ne saviez pas que vous aviez. La voix de la mer dans votre tête hurlant, suppliant, menaçant. Mais vous ne cédez pas, vous ne pouvez pas. C'est la seule façon de s'assurer qu'elle ne fait jamais de mal à personne d'autre. Le dernier chiffre atteint 0, lumière blanche, chaleur, puis rien. Harran, la campagne, tout cela disparaît dans l'explosion. Et avec cela, l'espoir d'un remède, l'espoir de sauver la cité, l'espoir que quelque chose de bon puisse sortir de tout ce cauchemar. Vous avez arrêté la mer, mais le coup est tout. Ou peut-être pas. Peut-être que vous avez fait le choix différent. Peut-être avez-vous bu le sérum volontairement. Embrassez la transformation. Devenu le monstre pour sauver ceux qui restent. Maintenant vous êtes le volatile sentient, la nouvelle mer. Et Harran est votre royaume. Vous commandez les hordes, guidant les loin des survivants, protégeant les enclaves, créant des zones sûres où les humains peuvent vivre sans peur constante. Mais cela a un prix. Chaque nuit, vous perdez un
chuchotement. Le gardien, l'ombre, la bête qui marche entre les mondes. Certains vous vénèrent, d'autres vous craignent, mais tous savent que sans vous, ils seraient perdus. Vous êtes devenu partie de Haran, non pas en tant que citoyen, mais en tant qu'essence. Le battement de cœur sous les pavés, le souffle dans les ruelles, la chose qui garde la cité vivante même alors qu'elle meurt. Les années passent, la quarantaine tient, le monde extérieur oublie Haran. Mais vous vous en souvenez. Vous vous souvenez de chaque rue, chaque visage, chaque promesse faite et brisée. Et dans les moments rares où la lumière du jour vous apporte la clarté, vous vous demandez si c'était la peine, si devenir un monstre pour sauver les monstres était la bonne décision. Mais alors, la nuit tombe, et la question ne compte plus. Seulement la chasse. Des décennies plus tard, le virus mute, échappe de Haran, se propage dans le monde entier. Des cités tombent, des nations s'effondrent, l'humanité recule vers ses derniers bastions. Et quelque part, dans les ruines de Haran, vous êtes toujours là, attendant, regardant, un témoin silencieux de la fin du monde, le dernier rappel de ce qui se passe quand la science va trop loin, quand l'humanité joue à Dieu, quand une cité devient une tombe. C'est l'héritage de Haran, pas un avertissement, pas une leçon, juste une fin, lente, inévitable et absolue, parce qu'une fois que le virus prend racine, il ne lâche jamais prise. Il se propage, il mute, il évolue. Et à la fin, tout ce qui reste est le silence et la fin. Mais peut-être, juste peut-être, il y a encore de l'espoir. Les survivants dans d'autres cités apprennent des erreurs de Haran. Ils construisent de meilleures défenses, créent de meilleurs remèdes, trouvent des moyens de repousser l'obscurité. Et bien que Haran soit perdu, son sacrifice n'était pas vain. Les leçons écrites dans le sang sur ces rues deviennent le modèle pour la survie ailleurs. La cité meurt pour que d'autres puissent vivre. Et vous, le dernier survivant, le volatile sentient, le gardien de Haran, vous trouvez la paix dans cela. Votre humanité peut être partie, votre nom peut être oublié, mais votre but reste, protéger, préserver, veiller à ce que le sacrifice de Haran ne soit pas oublié, même si cela signifie marcher seul à travers des rues vides pour l'éternité. La cité est silencieuse maintenant, pas paisible, pas sûre, juste silencieuse. Le genre de silence qui semble lourd, comme si les rues elles-mêmes retenaient leur souffle. Le vent glisse à travers les fenêtres brisées, tissant à travers des corridors creux, portant de faibles traces de voix qui ne sont plus là. Rire, pas, cris résonnant sur la pierre. Tout cela s'estompe, adouci comme des souvenirs chuchotés à travers des couches de poussière. Haran ne se termine pas quand le dernier survivant tombe. Elle ne disparaît pas quand les lumières s'éteignent. Les murs restent. Les rues restent. Le ciel reste. Et sous tout cela, le pouls continue. Lent, régulier, patient. La cité n'est pas ruinée. Elle n'est pas morte. Elle a simplement changé. Les pavés retiennent toujours la chaleur du jour. Les toits attrapent toujours le vent de la mer. Mais sous cette beauté, il y a quelque chose de nouveau. Un rythme qui n'appartient plus aux gens qui l'ont construite. Loin en dessous, dans les tunnels, dans les ombres, dans des sous-sols brisés, la nuit fredonne doucement. Un son bas et sans fin comme la terre elle-même respire. C'est Haran maintenant. Pas une cité, pas une tombe, une chose vivante.
une chose affamée à l'extérieur de ces murs. Ils raconteront des histoires. Ils parleront de quarantaine, d'infections, de ceux qui ont essayé de s'échapper. Ils se disputeront sur ce qui s'est vraiment passé et qui était à blâmer. Ils l'appelleront maudite. Ils l'appelleront perdue. Mais Haran n'est pas perdue. Elle s'est reprise. Les rues ne sont plus des routes. Ce sont des artères transportant le virus à travers son corps. Les toits sont des os. Les murs sont la peau. Et la nuit est son battement de cœur. Et quelque part dans ce battement de cœur, vous vous déplacez. Pas humain, pas séparé, juste un autre rythme replié dans la chanson sans fin de la cité. Haran ne dort pas, Haran n'oublie pas, elle rêve. Et ses rêves ne se terminent jamais. Voilà pourquoi vous ne survivriez pas une journée à Dying Light. Pas à cause du virus, pas à cause des infectés, mais parce que Haran elle-même ne vous laissera jamais partir. Elle devient partie de vous, s'infiltre dans vos os, remplace votre sang par sa propre essence. Et à la fin, vous ne luttez plus pour survivre. Vous luttez pour vous rappeler pourquoi vous vouliez le faire en premier lieu. Merci d'avoir écouté cette plongée profonde dans l'histoire de Haran et du virus qui l'a consumé. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'obscurité, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de récits de l'or pour vous endormir. Partagez vos pensées dans les commentaires. Quels autres univers de jeux voulez-vous que nous explorions? Quelles histoires vous hantent dans l'obscurité? Jusqu'à la prochaine fois, dormez bien et soyez reconnaissants que vous vous réveillerez dans un monde sans infectés. Du moins, pas encore. La nuit descend à nouveau sur Haran. Les ombres s'allongent, les rues se vident, et quelque part dans l'obscurité, quelque chose se déplace, affamé, attendant, éternel. C'est la cité qui ne dort jamais, la cité qui ne pardonne jamais, la cité qui vous réclamera, que vous le vouliez ou non. Bienvenue à Haran, bienvenue à Dying Light, bienvenue à votre